J'accueille tout de suite sur ce plateau André Caspi, parce que on voit bien qu'il est en train de se passer quelque chose dans le monde entier. André Caspi, bonjour et bienvenue à vous, prenez place. Je vous en prie, je rappelle que vous êtes historien, spécialiste des États-Unis, enfin tout le monde vous connaît. Votre dernier livre, Mes chroniques américaines, nous sommes aux éditions de l'Observatoire, bienvenue, très heureux de vous recevoir sur ce plateau. Je voulais que nous vous invitions parce que on voit bien qu'au travers de cette arrestation, c'est aussi un nouveau visage du monde qui est en train d'être façonné, avec des règles qui ne sont plus celles auxquelles nous étions habitués. Et c'est le premier sujet sur lequel je voudrais pouvoir vous interroger, la liste des pays dans lesquels Donald Trump envisage de procéder de la même manière qu'il l'a fait au Venezuela s'allonge. Donald Trump prenait son avion depuis la Floride jusqu'à Washington et il a accordé une conférence de presse. Il s'est exprimé sur plusieurs sujets. Il y a le cas de Cuba, puisque, ça aussi nous l'avons appris ces dernières heures, lors de l'intervention militaire américaine, des Cubains, puisqu'on sait que le régime de Maduro est soutenu par Cuba depuis de nombreuses années, et des Cubains ont été abattus par les forces spéciales américaines. C'est même un communiqué officiel du gouvernement cubain qui l'a appris au monde au travers de cet extrait que je vous diffuse de la télévision nationale cubaine. On l'écoute ensemble. C'est avec une profonde tristesse que notre peuple a appris que lors de l'attaque criminelle perpétrée par le gouvernement des États-Unis contre la République bolivarienne sœur du Venezuela, 32 Cubains ont perdu la vie au combat, alors qu'ils accomplissaient des missions pour le compte des forces armées révolutionnaires et du ministère de l'Intérieur. Voilà, la Havane qui annonce donc 32 de ses ressortissants tués lors de l'opération spéciale américaine. Donald Trump réagit à ces informations depuis son avion Air Force One. On écoute le président américain. Vous savez, l'une des choses qui se passe actuellement, et je pense que vous le voyez tous, c'est que Cuba est sur le point de s'effondrer. Cuba semble sur le point de s'effondrer. Je ne sais pas s'ils vont tenir le coup, mais Cuba n'a plus aucun revenu aujourd'hui. André Caspi, Cuba prochain sur la liste ? Alors tout d'abord, il faut souligner que ce n'est pas la première fois que les États-Unis interviennent en Amérique latine. Bien sûr. Je ne vais pas remonter jusqu'à 1823, lorsque le président James Monroe a annoncé au monde que désormais, tout ce qui touche au continent américain relève de l'autorité des États-Unis et non pas de l'Europe, comme c'était souvent le cas à cette époque-là. D'autre part, il ne faut pas oublier que les États-Unis sont intervenus au Panama en 1989 contre le général Noriega, et le général Noriega a dû se rendre finalement, bien qu'il se soit réfugié dans la délégation pontificale. Alors il s'est rendu dans des conditions qui sont rappelées par tout le monde, c'est-à-dire qu'on a mis beaucoup de musique à l'extérieur pour lui casser les oreilles. Il l'a pas supporté, au bout de 3 jours, il s'est rendu. C'était du hard rock, du heavy metal. Voilà. Donc ça veut dire que ce n'est pas inhabituel de la part des États-Unis de s'occuper de l'Amérique latine. Il y a aussi ce qu'on avait appelé à une époque la politique de la canonnière. Oui, bien sûr. Et puis, il ne faut pas oublier non plus quelque chose qui est très important, c'est qu'aujourd'hui, l'influence majeure en Amérique latine est quand même tenue par la Chine. Oui, c'est-à-dire la Chine est présente un peu partout. Et d'ailleurs, lorsque les États-Unis sont intervenus au Venezuela, il y avait une délégation chinoise dont on ne sait pas très bien ce qu'elle est devenue. Je suppose qu'elle est repartie, mais elle était en train de négocier. Et pourquoi négociait-elle ? Parce que les Chinois sont intéressés par toutes les ressources de l'Amérique latine. Au Venezuela, c'est peut-être le pétrole. Il ne faut pas oublier non plus que le Venezuela détient les richesses pétrolières les plus importantes du monde. Elles ne sont pas exploitées. Et peut-être d'ailleurs que le pétrole est de mauvaise qualité. Oui, je n'en sais rien. C'est pas le meilleur pétrole. Je ne suis pas un spécialiste du pétrole. Il nécessite beaucoup de raffinement, quoi. Oui, d'accord. Mais enfin, ça veut dire quand même que les Chinois sont très présents en Amérique latine, non seulement pour le pétrole, mais aussi pour toutes sortes de métaux. Et ce qui fait que
c'est une bataille entre des géants, c'est-à-dire entre la Chine et les États-Unis, qui se déroule actuellement en Amérique latine. Il y a le raffinement de la langue française dont j'ai manqué, et le raffinage du pétrole. Voilà. Ce sont les deux. Qui n'est pas si, allez, on avance. Qui n'est pas si inexploitable que ça. Non, mais il est à fleur de peau, d'ailleurs. Vous en direz un mot d'ailleurs de ça. Absolument. Oui, mais j'ai lu que vous avez écrit un... Alors, il n'est pas exploité pour des raisons politiques. Mais André Caspi, pardon, mais je m'en suis rendu compte, j'ai été vigilant, vous n'avez pas répondu à ma question. Est-ce que Cuba est le prochain ? C'est pas exclu. Parce que c'est encore une des idées fortes de la part de Donald Trump, c'est que Cuba échappe à l'influence américaine. Alors, on n'en est plus, bien sûr, au temps de John Kennedy, où Khrouchtchev intervenait en disant « si jamais vous attaquez Cuba, ce sont les fusées soviétiques qui vont atteindre le territoire américain ». Ça n'est plus le cas. Mais cela veut dire malgré tout que Cuba reste si je peux m'exprimer ainsi, une épine dans l'idée même que les États-Unis se font de leur autorité sur le continent américain. Donc c'est pas du tout exclu que Cuba soit la prochaine cible. Alors il a menacé également dans l'avion la Colombie. On va en reparler tout à l'heure ensemble. Le Groenland. Ça, je peux vous dire. Et la première ministre du Groenland a d'ailleurs réagi. Bon, on va en parler. On va s'arrêter là-dessus parce que ça, franchement, c'est chez nous. Hein. C'est l'Europe, tout simplement. Et donc là, ça aussi, on le réécoutera ensemble. Mais nous sommes toujours en ligne avec Reed Brody. Reed, comme je sais qu'on ne peut pas vous garder beaucoup plus longtemps, je voudrais vous poser une question toute simple. Si d'aventure, sur un plan judiciaire, tout à l'heure, ça va commencer, hein, le processus judiciaire commencera un peu aux alentours de 18h heure française à New York pour Nicolas Maduro. Si ça se passait pas comme Donald Trump le souhaite sur un plan judiciaire, quelles conséquences politiques pour lui ? Je vois pas la possibilité que Nicolas Maduro ou sa femme soient libérés demain, aujourd'hui. Je veux dire, j'ai lu l'accusation, si les preuves sont là, cet acte est assez solide. Les exceptions de constitutionnalité, de juridiction seront traitées ultérieurement. Déjà, aux États-Unis, vous imaginez, ça fait débat. Pas seulement les démocrates, mais une bonne partie de la base MAGA, Make America Great Again, sont confus parce que Trump avait promis de ne pas s'engager dans des aventures étrangères, de ne pas commencer des guerres, de ne pas participer à des opérations de nation building. Donc, c'est pour le moment, même comme Nicolas Maduro, évidemment, ne jouit pas d'une grande popularité ni au Venezuela ni aux États-Unis, cette action est très contestée aux États-Unis. Merci beaucoup, Reed Brody, d'avoir été mon invité ce matin, de nous avoir consacré un petit peu de temps. Nous n'hésiterons pas à vous rappeler. Je vous préviens, restez à côté du téléphone parce que là, il va falloir qu'on comprenne bien tout ce qui va se passer dans les cours judiciaires, la cour fédérale qui va s'occuper du cas Maduro. Grégory. Oui. Non, un mot. André Caspi évoquait cette doctrine Monroe qui date de 1823. Je crois que c'était le 5e président des États-Unis avec l'idée que l'Amérique du Sud, l'Amérique latine était le précaré américain. Je ne sais pas si vous avez noté dans le discours de Trump ce week-end, il a rebaptisé cette doctrine. C'est désormais la doctrine Donroe. Donald, Don pour Donald, et c'est la doctrine Donroe. Alors, ça fait sourire évidemment, mais en vérité, c'était écrit notamment dans la stratégie nationale américaine, c'était écrit noir sur blanc que désormais l'Amérique du Sud devait être sous influence américaine pour répondre aux besoins économiques et de sécurité des États-Unis. Donc puis, tout ceci n'est vraiment pas très surprenant en vérité. Mais voilà, vous dites, c'est très intéressant parce que vous dites tout ceci n'est pas surprenant, mais comme à chaque fois, les chancelleries européennes, peu importe les commentateurs, ça n'a aucune importance, mais les chancelleries européennes refusent de voir. C'est-à-dire, pendant les bateaux des narcotrafiquants se faisaient allumer dans le golfe du Mexique, les bateaux américains, les navires américains se massaient à proximité du Venezuela, toujours pas de réaction, enfin pas de... personne n'y croit. Non, vous allez me dire, on n'a rien à réagir. Oui, tout à fait. Mais en tout cas, une forme de déni. C'est-à-dire, mais non, il ne le fera pas.
il n'ira pas. On n'arrive pas à y croire. Bah si. Est-ce que c'est pas justement peut-être la marque de ce nouveau monde qui se dessine sous nos yeux, André Caspi, c'est-à-dire un monde dans lequel tout peut arriver? Et c'est aussi la marque d'un nouveau Trump. Ah oui. Parce que au fond, il a été élu sur une base isolationniste. Oui. Les Américains ont voté pour lui. Ceux qui ont voté pour lui, c'était en espérant que les États-Unis ne se lanceraient pas dans de nouvelles aventures internationales. Or, là, il va à l'encontre de son électorat. Et d'ailleurs, d'après les premiers sondages, les Américains sont beaucoup plus sensibles à la situation économique qui, chez eux, vaut ce qu'elle vaut, mais en tout cas avec une inflation très forte. Ils sont beaucoup plus sensibles à cela qu'à l'emprisonnement de Maduro. Alors, évidemment, l'emprisonnement de Maduro, ça a un aspect un peu western, un peu cow-boy, etc. Mais c'est surtout, dans l'esprit de Trump, une réaction très forte à l'encontre de la présence chinoise sur cette partie du continent. Je crois que c'est là-dessus qu'il faut agir. On ouvre la discussion. On va ouvrir la discussion. Tout le monde pourra apporter son éclairage. Dans ce même vol Floride-Washington, enfin Mar-a-Lago-Washington, il a dit de Gustavo Petro, qui est le président colombien, qui est de gauche d'ailleurs, c'est le premier président de gauche, je crois, en Colombie grecque. Gustavo Petro, il est malade. Voilà. Il est dirigé par un homme malade, donc on va voir aussi si on va pas s'en occuper. Il a dit aussi qu'il fasse attention à ses fesses. Qu'il fasse attention à ses fesses. Oui, mais vous savez que à chaque moment, mais vous avez raison. C'est bien, vous le faites à ma place. C'est une quote. Oui, c'est une quote. C'est une citation. Et il n'y a pas que la Colombie. Mais puis le Groenland. Alors ça, je voudrais qu'on écoute le président américain, qui est interrogé, puisqu'il avait, vous le savez, depuis son retour au pouvoir en janvier 25, il a maintes fois dit que le Groenland l'intéressait beaucoup. On lui repose la question dans ce vol, et voilà sa réponse. Nous avons besoin du Groenland, du point de vue de la sécurité nationale, et le Danemark ne sera pas en mesure de s'en occuper. C'est quand même clair, non mais je veux dire, c'est quand même d'une clarté totale. Nous avons besoin du Groenland, le Danemark n'est pas capable de gérer le Groenland, c'est un problème de sécurité pour nous. Donc là, bon, on comprend que la première ministre danoise réagisse, parce que il faut commencer à prendre au sérieux tout ça, évidemment. Je dois le dire très clairement aux États-Unis, il est tout à fait absurde de dire que les États-Unis devraient prendre le contrôle du Groenland, dit-elle. On croit rêver, pardon. On croit rêver, c'est-à-dire qu'elle a raison de le dire, mais qu'elle ait besoin de le dire. Ils doivent cesser leurs menaces contre un allié historique. Alors, est-ce que cette fois-ci, ça peut se produire, on est d'accord? Qui veut prendre la parole? C'est plus compliqué. Les États-Unis sont déjà présents au Groenland. Oui, déjà une base militaire. Une base qui est importante. Et d'autre part, il est évident qu'autour du Groenland, il y a des navires chinois, il y a des navires russes. C'est-à-dire que le Groenland est devenu une sorte de cible pour l'ensemble du monde international. Donc, je ne veux pas du tout défendre Donald Trump, c'est pas mon rôle. Mais je pense qu'il a raison de dire que cela intéresse directement les intérêts des États-Unis. Que peut-il se passer concrètement une fois qu'il a dit ça? Une fois qu'il a dit ça, on peut imaginer, non pas que les États-Unis attaquent le Danemark, ça certainement pas, mais on peut imaginer que les États-Unis soient encore plus présents sur cette terre qui n'est pas très agréable, mais qui est en tout cas très bien située. Et riche. Dont la géologie est riche. Il y a deux éléments avec le Groenland. Chaque fois, c'est important. Parce que le dégel, le réchauffement climatique ouvre des routes par le nord, et on peut très bien imaginer, pour répondre à votre question, une situation dans laquelle les Américains, la marine américaine, procédera à un blocus ou à un contrôle de ces routes. Il y a une rivalité avec la Chine, notamment dans ces régions. Ça fait gagner une dizaine de jours de temps de transport. Vous imaginez? C'est la route du Nord. C'est ça, la route du Nord. Vous imaginez ce que ça représente, 10 jours. 10 jours de gain de transport. On évite les bouchons au canal de Suez et au canal du Panama pour les Chinois. Donc il y a un enjeu de rivalité commerciale. Et puis un deuxième élément, c'est que vous faites le tour, vous ceinturez le Groenland, vous avez du graphite, vous avez du lithium, vous avez du béridium, vous avez du tantal, vous avez tous ces éléments dont on a absolument besoin aujourd'hui qui ne sont absolument pas exploités. Donc c'est une terre qui a une vraie valeur économique. Et moi, je ne sais pas ce que vous en pensez, professeur Caspi, mais je vois un vaste hold-up décomplexé.
aujourd'hui des États-Unis. C'est-à-dire que on va mettre la main sur le pétrole. Alors on disait tout à l'heure le pétrole vénézuélien n'est pas de très bonne qualité. Oui, mais sur les bords du fleuve Orénoque, on l'exploite très facilement. Il suffit de mettre un peu d'argent. Vous regardez ce qui se passe sur les grands lacs en Afrique, au Kivu, où là il y a aussi un accord qui a été signé entre les États-Unis et la République centrafricaine. Vous regardez le contenu des discussions entre les États-Unis et l'Ukraine, ça porte aussi sur les terres rares. Enfin, je ne sais pas comment vous appelez ça. Pour moi, c'est un hold-up.